Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De la productisation à la création d'une marque dédiée au secteur financier. Benjamin Ducousseau, président et cofondateur d'Obendi et de Wisby. Le premier point de nécessité, c'était la clarté dans notre positionnement, faire comprendre aux banques la proposition de valeur que ces plateformes technologiques pouvaient leur apporter. Et la deuxième, c'était vraiment notre vision, notre ambition, qui est aujourd'hui vraiment de pouvoir travailler non pas seulement pour les jeunes, mais de pouvoir être utile à tous les clients en ayant des plateformes de services extra-bancaires pour les familles, pour les pros, pour les artisans, pour les clientèles patrimoniales, pour les seniors qui ont des besoins en serviciels qui sont très très différents de la cible jeune. Et donc, comme on avait cette volonté, on s'est dit on doit changer de nom. Et donc c'est là qu'on a fait naître cette activité commerciale d'Obendi, qui incarne, je dirais aujourd'hui parfaitement ce positionnement pionnier du BN Banking, qui est une des relais de croissance principales des banques de détail aujourd'hui. Après avoir développé Wisby en mode B2C, Benjamin nous explique comment la start-up grenobloise a étendu son modèle en marque blanche, passant au B2B pour servir une grande partie des banques françaises. Je lui ai demandé d'intervenir spécifiquement sur FinScale pour parler du déploiement de leur nouvelle marque Obendi. Je souhaitais que nous examinions ensemble comment cette marque a été lancée concrètement, mise en œuvre, tant d'un point de vue opérationnel et technique que marketing. Nous abordons le suivi des KPIs de leurs clients, passons en revue les intégrations réalisées pour les services seniors et jeunes et comprenons ce que le lancement d'Obendi a requis en termes d'organisation interne pour déployer ce nouveau service tout en préservant et gérant l'existant. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour. Heureuse de te retrouver enfin, ça fait 2 ans qu'on essaie de se voir. Non, j'exagère pas quand même 2 ans, mais on y a eu quelques ratés, ça y est, on y est. Merci de nous accorder du temps pour parler de Wisby et d'Obendi, particulièrement d'Obendi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Oui, moi aussi, pareil. Un plaisir très partagé de te retrouver aujourd'hui. Donc moi, Benjamin, je suis cofondateur et président d'un groupe qui s'appelle Wisby depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, que j'ai cofondé avec Aymeric et Romain, 2 amis toujours passionnés, investis dans l'aventure à la sortie de notre école. Qui était Subdeco Grenoble, c'est ça, non ? Tout à fait. Ah, tu vois, je m'en souviens. C'est ça. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on parle d'Obendi, nous faire un petit panorama de ce que vous faites au sein du groupe, ce que vous avez mis en place dans les grandes lignes ? Oui, mais bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, peut-être pour les auditeurs, ça me semble important. Donc, les gens connaissent souvent la marque Wisby, qui est une marque qui propose des services pour aider les jeunes, notamment autour de l'entrée dans la vie active. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, on est un objet assez atypique qui sert tout le développement de toute l'industrie de la banque et de l'assurance. Pour ça, on a 2 activités. D'abord, on utilise notre audience, donc les jeunes qui utilisent nos services Wisby, pour pouvoir permettre aux banques d'ouvrir des comptes bancaires sur cette audience. Donc, on a à peu près 250 comptes bancaires qui sont ouverts par jour. Et dans un autre côté, on a créé une infrastructure technologique sous la marque d'Obendi, dont on va parler tout à l'heure, qui permet à ces établissements bancaires de pouvoir proposer des services qui sont des services extra-financiers auprès de tous leurs clients, donc là les jeunes et les moins jeunes, tout en ayant un lien avec vraiment le développement de leur cœur business. Donc d'un côté la marque pour les jeunes, mais en réalité un objet au service du développement de la banque et de l'assurance. Et tout notre modèle économique a été construit sur ça. Top, dès le départ. Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts de Wisby ? Moi, je trouvais intéressant qu'on revienne un petit peu sur ces débuts-là, que j'avais creusé avec toi d'ailleurs dans un épisode Banque Populaire sur le podcast Escale Aventure d'entrepreneur. Exactement. Donc écoute, oui, nous on a créé notre première idée de départ à la sortie de l'école avec Aymeric et Romain. Elle était autour de l'entrepreneuriat pour les jeunes, pour être très, très honnête. Donc voilà, on voyait que les jeunes avaient envie d'entreprendre, mais finalement, on voyait qu'il y avait très peu de rencontres qui se faisaient entre les différentes formations et donc ils n'arrivaient pas à le faire. Donc on s'est dit, on va créer un service, une plateforme pour pouvoir aider les jeunes à se rencontrer et entreprendre des projets de création d'entreprise. Petit à petit, on a fait évoluer notre offre en comprenant que l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'était quand même assez limité en termes de besoins en 2010. On s'est adressé à l'emploi, qui était la problématique première chez les jeunes. Puis après l'emploi, on s'est dit la recherche des aides financières, le pouvoir d'achat des jeunes est un sujet qui est aussi important. Le permis de conduire, code de la route en est un autre. Et en fait, on a fait élargir notre offre de services pour pouvoir vraiment adresser toute la problématique de l'utilité des services pour la jeunesse, pour pouvoir les accompagner dans leur quotidien. Donc c'est autour de ça que Wisby s'est construit, être utile aux jeunes.
Et on a construit comme ça pendant peut-être 3-4 années l'offre de service, jusqu'à arriver à un moment où on réfléchissait un peu à notre problématique de monétisation, et où on a fait une rencontre, donc peut-être je vais te parler, avec un banquier qui vraiment nous a fait comprendre qu'il y avait un pain point qui était très fort chez la banque, que ce pain point c'était vraiment l'attrition au moment de l'entrée dans la vie active, qu'ils avaient beaucoup de jeunes qui ouvraient des comptes bancaires grâce à leurs parents quand ils étaient petits, et puis finalement quand ils étaient en âge de s'envoler par eux-mêmes, ils s'envolaient vraiment, et pour la banque ça avait un impact qui était assez négatif. D'accord. Donc ça a été cette rencontre. Et à l'issue de cette rencontre, qu'est-ce que vous avez construit alors ? Et donc à l'issue de cette rencontre, c'était d'ailleurs, s'il m'écoute, il y a Jean-Philippe, directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, puis son successeur Jean-Paul Mazoyer, grâce à qui on a pu créer ça. On a proposé, alors que nous on avait des services mais qui étaient non monétisés pour les jeunes, on a proposé de construire une plateforme pour pouvoir permettre aux jeunes clients du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, premier client, de pouvoir accéder à des services utiles pour eux, comme des cours en ligne, comme un outil pour apprendre des langues étrangères, comme un outil de révision du code de la route, qui pouvaient y accéder gratuitement grâce à leur banque, en complément de leur offre bancaire. Voilà notre Donc idée. brandé Crédit Agricole. Brandé Crédit Agricole, plateforme de service complètement en marque blanche. Et ça a été vraiment... C'était quelque part un peu être pionnier et les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le beyond banking, qui est vraiment, ou le bank as a platform, qui est vraiment cette tendance qu'ont les banques aujourd'hui de proposer autre chose que du bancaire à leurs clients. Et je crois que ce qui a réussi à convaincre notre premier client, qui était Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, ça a été vraiment que tout de suite on a eu une réflexion, ok, on va apporter plus de satisfaction à vos clients, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut impacter véritablement le développement de votre fonds de commerce et quel ROI vous pouvez aller chercher. Et ça a été le début de notre belle aventure où on est passé de zéro, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et un groupe qui est aujourd'hui proche de la rentabilité. Top. Alors comment vous avez convaincu les suivants ? Parce que les suivants, c'est donc des banques, on sait tous, je pense dans l'audience, à quel point les processus de validation, de procurement, etc. sont assez lourds. Donc comment est-ce que vous êtes parvenu à faire venir de mémoire des clients comme Société Générale ? Voilà, comment vous avez su les convaincre ? Alors, effectivement, peut-être je vais te raconter, c'est toujours ce qu'il y a de bien je trouve dans les podcasts, c'est de raconter un peu les coulisses, donc c'est ce que je vais faire. D'abord avant, peut-être dire qu'effectivement on travaille avec aujourd'hui toute l'industrie de la banque et l'assurance, sauf un opérateur avec qui on espère bien travailler dans très peu de temps, qui j'espère vous écoute et avec qui on aimerait faire des choses qui sont magnifiques, en respectant pour chacun leur ADN et des plateformes qui sont à leur marque, pour pouvoir que chacun ait vraiment son propre territoire pour s'exprimer. Maintenant, comment ça s'est passé ? Donc, au tout début, avec le groupe du Crédit Agricole, on connaît un peu la spécificité du Crédit Agricole, qui est un groupe un peu décentralisé. Donc, on a eu la possibilité de travailler très vite avec plusieurs entités de caisses régionales. Une fois qu'on a eu cette expérience, on a été s'adresser à d'autres banques. Ça a mis peut-être un an et demi. Puis, on a réussi à ouvrir des entités nationales de taille importante, comme BNP Paribas, comme Société Générale. Et puis de fil en aiguille, en gagnant en expérience, en ayant créé une équipe commerciale plutôt centrée sur de l'approche très grand compte, avec des expertises dans le domaine bancaire, on a réussi à convaincre les autres, notamment la Banque Postale, de pouvoir travailler avec nous, le réseau des banques populaires, de caisses d'épargne également. Donc voilà, ça s'est fait par itération, jusqu'à, je dirais, devenir aujourd'hui un peu un standard. Aujourd'hui, il y a très peu de banques qui ne proposent pas des modèles d'accompagnement de leurs clients avec des services extra-financiers. Voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc tu as mentionné des établissements français, vous êtes présent au UK, en Espagne, en Italie, en Allemagne, peut-être encore ailleurs. Comment est-ce qu'on scale ce business en Europe ? Alors écoute, peut-être pour ça je vais venir sur les deux, encore une fois, activités de manière un peu distincte, pour que ça soit un peu plus clair. Donc d'un côté, on a notre audience avec les jeunes qui utilisent nos services, qui sont des services grand public. Là-dessus, on est présent en France, on est présent également en Espagne, en Italie, en Allemagne et au UK. Voilà. À peu près 10 millions de jeunes qui utilisent nos services. Et à côté de ça, on a l'activité d'Obendi, donc cette plateforme technologique qu'on met à disposition des banques pour qu'elles puissent servir leurs propres clients en leur distribuant des services qui sont des services de Wisby, mais aussi des services de start-up partenaires dont je crois que tu voulais parler tout à l'heure. Sur cette activité-là, on n'est présent qu'en France. Aujourd'hui, donc on travaille qu'avec des banques qui sont des banques franco-françaises, ou qui sont des banques européennes, mais avec qui on travaille que sur le périmètre France. Et effectivement, dans nos objectifs, dans nos ambitions, on a la volonté de passer à peu près d'1 million d'euros de revenus par compte aujourd'hui client à peut-être 3-4 millions d'euros dans les prochaines années, en travaillant 2 axes. Un, l'extension des plateformes pour sortir des jeunes, pour pouvoir aller travailler sur d'autres segments de clients, notamment les familles, les pros, les seniors. Et 2,
d'aller travailler avec eux sur leurs filiales. Et donc les filiales principalement avec comme zone prioritaire l'Italie et puis l'Espagne. D'accord. Juste pour répondre au scale, comment est-ce qu'on scale cette activité-là? Pour nous, les deux sont assez faciles. Sur l'activité qui est liée à l'audience avec l'ouverture de comptes bancaires, en fait, on sait faire, que ce soit la France, l'Espagne et l'Italie, et à chaque fois, c'est des partenariats avec des établissements bancaires, c'est des appels d'offres qu'on lance, donc assez facile à opérer. Ouais. Et sur l'autre activité, qui est vraiment l'activité d'Obendi, on a le socle technologique, les plateformes et toutes les possibilités qu'elles permettent, on va en parler juste après. Et donc après, c'est plutôt des dynamiques de créer des équipes commerciales terrain distinctes, comprendre les cultures dans ces pays. Voilà, mais je dirais que notre priorité n'est pas tant l'international aujourd'hui, mais plutôt l'extension, la profondeur de gamme, avant d'aller s'attaquer à des thématiques plus internationales. Top. Alors, tu le disais et tu l'as redit plusieurs fois, l'idée c'est qu'on parle d'Obendi. Alors, j'étais intéressée parce que moi, j'avais en tête Wizbee et puis Alicia, ta directrice marketing, m'avait contactée en me parlant d'Obendi. Je dis, mais je connais moi Wizbee, mais je connaissais pas Obendi. Donc, c'est quoi la nécessité de construire une marque à part? Eh bien, écoute, d'abord pour deux choses. La première, c'est qu'on était quand même un peu des artisans, quoi. T'es un peu des artisans, donc pas au sens péjoratif du terme. Mais on était des artisans parce qu'en fait, on avait construit nos premières plateformes de services. À chaque fois qu'on allait voir les clients bancaires en disant « vous va vous vendre des plateformes de services extra-bancaires », elle s'appelle Wizbee. Puis les gars, ils tapaient sur Internet, ils voyaient Wizbee, ils voyaient qu'on était une marque pour les jeunes. Enfin, ils ne comprenaient pas toujours. Voilà tout. D'accord. Donc le premier point de nécessité, c'était la clarté dans notre positionnement, faire comprendre aux banques la proposition de valeur que ces plateformes technologiques pouvaient leur apporter. Et la deuxième, c'était vraiment notre vision, notre ambition, qui est aujourd'hui vraiment de pouvoir travailler non pas seulement pour les jeunes, mais de pouvoir être utile à tous les clients en ayant des plateformes de services extra-bancaires pour les familles, pour les pros, pour les artisans, pour les clientèles patrimoniales, pour les seniors qui ont des besoins en serviciels qui sont très très différents de la cible jeune. Ouais, c'est clair. Et donc, comme on avait cette volonté, on s'est dit on doit changer de nom. Et donc, c'est là qu'on a fait naître cette activité commerciale d'Obendi, qui incarne, je dirais aujourd'hui parfaitement ce positionnement pionnier du BN Banking, qui est une des relais de croissance principales des banques de détail aujourd'hui. D'accord. Alors comment est-ce qu'on construit une nouvelle marque? C'est quoi le processus quand tu crées une marque comme ça, à part dans un groupe, et même d'un point de vue stack technique? Comment est-ce que tu organises tout ça? Alors d'abord, nous, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Nous, on a fait d'abord un choix d'entreprise. Ce choix d'entreprise, ça a été de garder une seule société, avec deux activités commerciales distinctes. D'accord. On aurait pu créer deux sociétés distinctes avec deux general managers, avec deux comex. On a fait plutôt le choix d'avoir une unité parce qu'on est toujours un groupe au service du développement des banques et assurances avec deux activités distinctes. L'activité de Wizbee sur la jeunesse, l'ouverture de compte, l'activité d'Obendi, les plateformes technologiques. Comment est-ce qu'on le crée ? Écoute, j'ai l'impression qu'on a vécu une deuxième naissance. Franchement, c'est génial, c'est passionnant. On est repassé par la base, sauf qu'on avait un petit peu plus de moyens qu'au début avec Wizbee. Donc on a fait ça. Moins d'erreurs aussi. Je sais pas ça, moins d'erreurs. Je pense qu'il y en aura encore toujours, mais bon voilà, on a créé notre branding, on a fait appel à des agences, on a créé aussi beaucoup de choses en interne. On a fait un événement de lancement l'année dernière pour pouvoir expliquer aux banques cette plateforme technologique, quelles étaient ses capabilities, qu'est-ce qu'elle pouvait leur permettre en termes de distribution de services extra-financiers, mais aussi en termes de nourrir leur développement de fonds de commerce. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus qui leur permette de générer du ROI significatif. Ouais. Et après cet événement lancement, maintenant on l'a fait vivre. Et là par contre, pour la faire vivre, on a une équipe dédiée qui ne s'occupe que d'Obendi, qui est quand même aujourd'hui un gros moteur de la croissance de Wizbee, qui est à la fois très profitable et qui grandit vite. En termes d'infrastructure, comment ça se met en place? Parce que tu parlais d'artisanat au départ. On va dire, c'est presque comme des super POC que vous avez mis en place. Là, vous industrialisez. Ouais. Donc, comment, d'un point de vue infrastructure et stack, vous avez finalement buildé Obendi? Au début, c'est exactement ça. On avait, on faisait presque autant de plateformes de services que de clients. Oui, c'est ça. On va pas se mentir. On avait un socle commun, mais quand même, à chaque fois, il y avait beaucoup de custom. Par contre, là maintenant, c'est très standardisé. On a une offre qui est SaaS, donc qui n'est plus du tout la même chose. Avec vraiment, on fournit la plateforme technologique. Dans la plateforme technologique, on a tout un catalogue de services qui sont des services de Wizbee ou des services de tiers partenaires. Il y en a plus de 100 aujourd'hui qui sont intégrés. Le client peut choisir qu'est-ce qu'il veut mettre comme service pour quelle cible. Les plateformes sont plug and play. On peut les plugger assez facilement dans l'environnement de nos clients. Et en plus, elles ont des possibilités de ce qu'on appelle du SSO pour qu'il n'y ait pas besoin pour un client, un consommateur,
de pouvoir recréer son prénom, nom et ainsi de suite. Il est automatiquement, depuis son application bancaire, connecté et puis il accède à cette plateforme. Donc voilà, tout ça est assez industrialisé. Le client peut aussi distribuer ses propres services financiers dedans. Par exemple, je suis jeune ou moins jeune, je utilise un service de révision du code de la route, paf, on peut proposer un produit financier lié au financement du permis de conduire de notre partenaire bancaire. Donc voilà, tout ça maintenant est standardisé, on a une équipe, un backlog, et on fait avancer en fonction de notre écoute du client ou des clients leurs priorités pour que ça aille dans le bon sens le plus vite possible, mais sans s'éparpiller avec les uns avec les autres. Il y a peut-être juste un pied, c'est la donnée. C'est quand même très critique chez les banques. On sait que voilà, c'est la sécurité. Donc là, pour ça, on rigole pas avec ça. Chaque banque a son propre silo de données, de consommation des services par nos clients. Mais c'est normal, c'est un point critique. Voilà. Donc ma question subsidiaire, est-ce qu'il n'y a pas eu un gros effort de transfo pour l'existant ou est-ce que vous avez poolé vos clients existants à part ? Non, on les a pas mis à part. On a fait en side tout un redéveloppement, donc un refactor assez complet. Des technologies, on a migré tout le monde quasiment au même moment sur la nouvelle plateforme technique, évolutive. Et ça s'est fait en 2022. Et ça, franchement, ça nous a coûté à peu près 2 ans quand même de développement. Donc c'était quand même très long. Mais ceci dit, je suis content qu'on l'ait fait maintenant parce qu'on l'aurait fait au début, tu vois. Je pense qu'on aurait fourni un effort trop important de développement alors qu'on n'avait pas de certitude sur ce que le marché était capable de nous offrir. Aujourd'hui, voilà, on voit très bien qu'on est là au bon endroit, au bon moment, dans une bonne tendance, donc c'est différent. Super. Alors, tu as parlé des services intégrés. Est-ce que tu pourrais prendre des exemples concrets qu'on réalise de quoi il s'agit ? Peut-être je vais donner un exemple avec Obendi, peut-être concret de qu'est-ce que peut être une plateforme. Donc, je suis senior. Je vais aujourd'hui accéder, grâce à ma banque, à une plateforme qui s'appelle Silver quelque chose, dans lequel je vais retrouver des services qui vont m'accompagner sur des thématiques clés, par exemple de la retraite, que ce soit la préparation à la retraite, que ce soit la lutte contre l'isolement une fois qu'on est à la retraite. C'est quand même toujours un truc un peu difficile, que ce soit toute la partie loisirs, parce que à la retraite, la télémédecine, suivi des données de santé, choses comme ça. Donc je vais accéder à ça. Je vais trouver plein de services qui sont intégrés dedans, services de start-up partenaires. Grâce à la plateforme, je vais cliquer. Alors, quelle start-up, par exemple ? Là, j'en ai pas sur cette thématique-là en particulier auquel je vais, mais ça peut être Livy, par exemple. Ça peut être Livy dans la télémédecine. Voilà. Je vais cliquer et je vais pas avoir à me réinscrire chez ce partenaire. Je vais arriver chez ce partenaire qui est intégré dans la plateforme. Directement, je peux consommer le service et tout. C'est gratuit parce que c'est mon partenaire bancaire qui me le propose. Et ensuite, après, je vais revenir sur mon interface, je vais voir d'autres services extra-financiers pour les consommer de la même manière ou consommer du produit bancaire parce que ma banque va me pousser des produits bancaires au bon moment. Donc on est sur des plateformes qui sont presque de nouveaux réseaux de distribution pour toutes les entités bancaires pour pouvoir nourrir le développement et la croissance de leurs produits bancaires demain. Dans les services qui sont les services partenaires, qui étaient relatifs à ta question, le plus dur est en fait de traiter de 2 choses avec eux. La première, c'est de traiter de l'intégration technique produit pour que l'expérience soit la plus seamless possible pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de se réinscrire et tout. C'est pas une mince affaire et chez nous c'est un critère qui est quasiment rédhibitoire. On ne travaille pas avec un partenaire si jamais on ne peut pas la capacité de le faire. La deuxième, c'est la remontée de la donnée. Voilà, qu'on puisse récupérer les données de consommation pour comprendre vraiment ce que l'utilisateur fait sur ces plateformes et que ça puisse nourrir l'enrichissement du CRM, de la connaissance client du partenaire bancaire. D'accord. Donc voilà, on a un gros travail de sélection, d'intégration de ces partenaires auprès de ces plateformes. En termes de modèle d'affaires, donc tu es en abonnement SaaS, est-ce que vous avez également des logiques de rétrocession quand tu intègres des services tiers ? Alors oui, donc en termes de modèle d'affaires, pour essayer de bien exprimer, donc sur les plateformes, déjà, on va trouver plusieurs choses. On trouve des services qui sont offerts par la banque. Donc, cela, c'est la banque qui les finance pour que ses utilisateurs finaux, ses clients, y aient accès gratuitement. On va retrouver d'autres services qui sont en réduction, juste. Donc, c'est la banque finance quelque part à la réduction pour que l'utilisateur final puisse bénéficier de services moins chers. Ça peut être le cas, par exemple, sur des EHPAD. Un EHPAD avec un droit d'entrée moins élevé que si jamais le client avait eu à le payer tout seul. Voilà. Et puis on va retrouver d'autres fonctionnalités, d'autres services dessus. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans le modèle d'affaires, sur les services offerts, nous on achète ces services aux partenaires, donc des licences en grand volume, à bas coût,
qu'on refacture du coup aux banques D'accord. dans ces plateformes. Et nous, on est payé avec 2 leviers. On est payé avec un levier qui est un levier d'abonnement mensuel, forfait plateforme, et un deuxième qui est ce qu'on appelle un pay as you go. Pay as you go, donc c'est en fonction du nombre de services qui sont consommés. La banque nous paye plus ou moins. Donc voilà, un forfait fixe et un forfait variable. Comme ça, on est incentivé et comité avec la banque quelque part à la réussite. Si les plateformes ne sont pas utilisées, on est peu payé. Si elles sont très utilisées, on est très payé. Et c'est un de nos facteurs distinctifs aujourd'hui sur le marché. Nos plateformes sont extrêmement utilisées. Ok, les typologies de clients, est-ce que tu peux revenir plus en détail, parce que tu as mentionné les banques, mais tu avais mentionné tout à l'heure les assurances. Ouais. Vous avez encore d'autres types d'acteurs qui peuvent vous utiliser, parce qu'on peut finalement décliner sur plein d'autres verticales. C'est absolument ça. Donc bon, d'abord, on a beaucoup à faire à la banque, je dois dire. On a beaucoup d'aspirations dessus, on va en parler juste après dans les ambitions, mais on a énormément de choses à faire avec la banque. Deuxièmement, notre défi, effectivement, de diversification cette année, c'est l'assurance. Parce que l'assurance a quand même des problématiques assez similaires à la banque, mais ils ont des notions assez différentes. La première, c'est que les banquiers ont des logiques de marché, les assureurs peu. Ils ont plutôt des logiques de produits, et ils vendent à tous. Et donc, c'est plus compliqué quelque part d'avoir des plateformes de services par cible, qui vraiment accompagnent le client dans sa vie, parce qu'ils ont plutôt des réflexions de vente de produits. Oui, puis ils sont vachement intermédiaires aussi. Hein. Et ils sont aussi très intermédiaires, ce qui est leur deuxième facteur un peu distinctif. Ouais. Donc on a des choses à faire avec eux, mais ça nécessite d'adapter un peu notre offre aujourd'hui. Donc on est dans l'adaptation aujourd'hui des capabilities de la plateforme et de l'offre pour pouvoir travailler avec nos premiers précurseurs. On espère que ça devrait arriver dans un trimestre ou 2. Super, alors tu l'as brièvement mentionné il y a 10 minutes, la notion des KPIs. Justement, si on parle de manière très pratique des bénéfices qui peuvent être apportés à ces grands acteurs en passant par vos services-là, quel type de KPIs ils peuvent vraiment concrètement suivre ? Alors on regarde 2-3 grandes catégories de KPI. La première, c'est d'abord la satisfaction client, chez nous qui est clé. Donc est-ce que les plateformes sont utilisées ? On est chez nous en moyenne aux alentours de 20%, 20-25% d'utilisation des plateformes. Là où les programmes de fidélité un peu traditionnels ou davantage un peu traditionnels des banques tournaient plutôt aux alentours de 1 à 3%. Ah ouais. Donc, qui est vraiment assez significatif. Ouais. On mesure aussi des critères dans la satisfaction qui sont plus qualitatifs, donc au travers du NPS. On va savoir est-ce que leurs clients sont satisfaits ou pas de l'expérience qui est proposée. Deuxième, c'est vraiment le business. Donc là, on va les mesurer. 2 choses principalement dans le business. 1, l'enrichissement CRM, donc grâce à nos plateformes, est-ce que nos clients arrivent à réadresser en opt-in des clients qui étaient opt-out ? C'est une de nos spécificités. Ouais. Voilà, on travaille beaucoup ce sujet-là et on arrive à des taux aujourd'hui de réoptimisation qui sont très importantes. Et ensuite, dans le business, on va aller chercher derrière d'autres critères. Donc, en fonction de la stratégie distributive de la plateforme, je vais essayer d'être assez simple. Par exemple, si une plateforme est réservée à toutes les entrées en relation et qu'elle est accessible pendant 1 an gratuitement aux nouveaux clients de la banque, on suit l'évolution de la conquête client. En l'occurrence, notre évolution de conquête moyenne, c'est 19% quand les plateformes sont réservées à des entrées en relation. Voilà. Donc on cherche des indicateurs satisfaction client et des indicateurs de business. Dans les indicateurs de business, c'est conquête, c'est upsell aussi, combien il y a de souscriptions de services financiers qui sont faites dessus, c'est des critères plutôt comme ça. Et alors, d'un point de vue vraiment assez pratique, en termes d'acquisition de nouveaux clients, comment est-ce que tu approches ? Est-ce que le besoin est connu, identifié ? Je ne me rends pas vraiment compte. Tu parlais des assurances où finalement il y a un peu de travail, je pense, d'évangélisation à faire de votre côté. Comment est-ce que vous approchez ce marché ? Alors nous, je dois dire qu'aujourd'hui, sur la banque, tout le monde nous connaît. Donc, on n'a plus cette difficulté. Non. J'adore. Surtout, ne me fais pas passer pour moins homme que je le suis, parce que je le suis, j'espère beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, et avec le nombre de fois qu'ils nous ont vus, tu vois, et ben maintenant, ils nous connaissent. Voilà. Parce que notre marché est relativement étroit. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Que, tu vois, les cibles... En France. Exactement, oui. Ouais. Les cibles ne font pas légion, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 200, donc on parle toujours aux mêmes opérateurs, on parle aux directions des marchés des particuliers, aux directions marketing et aux directions générales. Des groupes bancaires, il y en a 6, 7 qui sont présents, avec qui on peut travailler, qui sont ceux de taille d'envergure, avec qui on peut avoir des projets à fort potentiel. Donc voilà, ils nous connaissent, donc on n'a pas cette problématique-là. Ensuite, pour l'assurance, qui est une problématique un peu nouvelle, là, on participe, on essaye de faire comme la petite start-up qu'on était au début. Donc là, on a fait un prix... tu pitches, voilà, c'est ce qu'on a fait. Leçon d'humilité. On a participé à un prix à Surtech qu'on n'a pas gagné d'ailleurs, mais sur lequel on a été en finale, on était très contents pour montrer un peu
ce qu'on était capable d'apporter au renouveau du monde de l'assurance. Ouais. On prend aussi notre bâton, on va voir on pousse chacune des portes qu'on nous offre, on cède du board aussi, on a un board de grande qualité, donc on en profite, on l'utilise avec des personnes qui sont experts dans l'assurance, comme par exemple Stéphane Guinet qui nous vient d'Assurland. Donc voilà, c'est comme un nouveau départ avec l'asset technologique qui est là, qui est présent, l'expertise sur les banques, mais qu'on essaie de transférer sur le secteur de l'assurance. Super, super inspirant. D'ailleurs, vous n'avez pas fait de levée à proprement parler ? Je sais plus, tu m'avais dit, je sais plus. On a levé, on a levé dans notre histoire à peu près une vingtaine de millions d'euros. Ah, quand même. Voilà, et dont le dernier actionnaire, les deux derniers actionnaires, un s'appelle Odo, BHF, donc opérateur grand opérateur de banque privée, excellent actionnaire qui investit dans des fintechs, notamment comme Compte Nickel, comme Lydia, pour ne citer qu'elle. Et on a également fait un réassort, mais qui n'a pas encore été très communiqué, avec un fonds qui s'appelle Teampact Venture. Ah, Romain et Sarah, et tout le monde, Benjamin. Dans Alan, je savais pas qui sont centrés sur le développement humain, qui sont géniaux. Qui sont passés d'ailleurs sur mon podcast. Ouais, qui sont vraiment des mecs qu'on adore et voilà, avec qui on a travaillé parce que c'était une thématique qui nous était chère. Excellent, je savais pas. Voilà. Super. Dernière question à laquelle c'est marrant parce que j'avais vu que vous aviez comme partenaire Live Mentor. Ouais. C'est quoi la nature du partenariat avec Live Mentor ? Alors Live Mentor fait partie des services qui sont intégrés dans nos plateformes sur Obendi. Donc voilà. Donc parmi ceux que tu as cités. D'accord. Exactement. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai tiqué sur ça. Non mais parce que en fait ça fait souvent ça. Les gens en voient un et se disent tiens mais lui pourquoi est-ce que c'est quoi le lien ? Ça fait partie de l'écosystème des services qui sont intégrés aux plateformes. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que voilà, on n'a pas. Je t'ai pas parlé un peu de ce à quoi est-ce qu'on aspirait aujourd'hui. Mais si, j'allais y venir. Voilà, alors vas-y, c'est quoi, quelles sont vos ambitions ? Écoute, c'est simple, on veut avoir encore plus d'impact auprès des gens, donc plus auprès des jeunes, mais auprès de maintenant toutes les cibles de clients, et renforcer vraiment l'impact qu'on peut avoir aussi pour le développement de cette industrie banque et assurance. Pour ça, on a 2 grands axes stratégiques. Un axe qui, avec Obendi, vraiment arrivé à passer de 1 à 3, 4 millions d'euros par client en les accompagnant non pas que sur la cible des jeunes, mais sur des plateformes qui sont multi-cibles et qui quelque part s'adaptent à ton profil. Si tu es jeune, on te propose des services pour les jeunes. Si tu es senior demain, on te propose des services pour les seniors. Et on t'accompagne comme ça en faisant évoluer ton offre. Et le deuxième axe stratégique, c'est vraiment ces partenariats avec des banques concernant l'ouverture de compte, ce qu'on fait sur nos services WISB. Voilà, là, notre objectif, c'est d'en faire un succès, de pouvoir l'étendre en Espagne et en Italie, qui sont vraiment nos 2 zones prioritaires sur lesquelles on est assez fort en audience. Top. Eh bien, écoute, merci pour ce tour d'horizon de toutes tes sociétés. C'était très agréable. Très intéressant. Et je te remercie beaucoup. Mais attends, tu n'échappes pas à la dernière question, parce que je pars toujours sur une source d'inspiration pour notre audience. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais comme ouvrage, comme livre ? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, il n'y a pas longtemps, on a eu un échange là-dessus sur LinkedIn. Je pense que je dois avoir un problème, parce que je n'ai pas de morning routine le matin. Je lis peu ou pas, parce qu'en fait, je n'en trouve pas le temps. Et en fait, ce qui m'éclate, c'est de passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, de jardiner, de bricoler, de faire du trail, du sport. C'est ça mes leviers. Donc si je devais recommander une chose, ça serait pas un livre, parce que sinon je l'aurais sorti de quelque chose que j'aurais lu hier, mais c'est plutôt de profiter du temps qu'ils ont avec leurs proches. Très bon mot de la fin. Merci beaucoup Benjamin. De rien. À bientôt. Plaisir, merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!